Previously. Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, 10%. Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. C'est fini, on ferme. Une série qui se termine, quand elle a été événementielle et qu'elle existe déjà depuis plusieurs années, c'est toujours un petit événement. Les taux d'écoute montrent que, même si vous ne suivez plus la série depuis quelques années, la curiosité de voir le salut final est plus fort que tout. Le final de la sitcom MASH, après 11 saisons, a réuni quelques 102 millions de spectateurs américains, 77% des gens qui regardaient la télévision ce soir-là. Et il n'y avait même pas de trame à suspense ou de grande énigme dont on attend la résolution. Ce n'était ni Le Fugitif, qui a battu un autre record, ni Lost. Non, clairement, pour beaucoup, la fin vaut plus que le chemin. Alors, spoiler numéro 1, non. Le voyage est bien plus époustouflant et la fin temporaire, car la vie ne s'arrête pas. Elle n'est qu'une étape de l'histoire. Spoiler numéro 2, la fin de 10% arrive. Mais on ne va pas vous la dévoiler ici, car il est probable que vous écouterez ce podcast avant sa diffusion. Avec le scénariste principal de cette saison, Victor Rodenbach, la seule chose que l'on vous confiera tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas une explosion qui anéantira tous les personnages, que leurs histoires n'étaient pas un rêve, que nul ne se fera mettre en prison par la police. Voilà. Il était une fois une époque où apprécier les séries françaises, c'était pas tendance. Bien au contraire. Symbole de ringardise, on les mettait toutes dans le même panier, sans distinction. Et surtout quand il s'agissait de séries dramatiques. On parlait beaucoup de Urgence, et on analysait comme des fous les X-Files, Lost ou les Sopranos. Mais dès qu'il fallait faire remarquer que Police District était innovant, que PJ était un sacré renouvellement, que Les Oubliés était un thriller haletant, ou que À Cran était sacrément bien écrit, là il n'y avait plus grand monde. Alors, il y a eu vers 2005 l'avènement des créations originales de Canal+, avec Mafiosa et Engrenage. Elles ont démontré qu'une génération de créateurs n'attendait qu'une occasion pour se lancer dans la série. Et là encore, dans une volonté de simplifier, on les mettait à part. Non mais les séries françaises, ça restait pas très fréquentable. Celles de Canal, c'était à part. Alexandre Letraine de VL Media a été aux premières loges pour vivre ce décalage concernant les séries françaises et ses idées reçues largement partagées auprès des professionnels français, chroniqueurs ou producteurs. En tant que journaliste spécialisé dans les séries, il mettait surtout en avant les séries françaises, quitte à manquer de crédibilité aux yeux de ses collègues parce qu'il ne parlait pas que de The Wire. Bon, je caricature un petit peu, Alexandre, mais il y a quand même de ça, non ? Non, tu caricatures à peine, Alain. Mais c'était pas que chez les professionnels, parce que ça, chez les professionnels, notamment dans la presse, ça a toujours existé. Il y a toujours eu des catégories de journalistes, ceux qui parlaient des choses bien et ceux qui parlaient des autres choses, en fait, des choses un peu plus populaires. Mais même dans les gens qui nous suivaient, c'était pas de bon ton au départ. On nous disait, mais qu'est-ce que tu vas raconter les séries françaises ? Personne les regarde. Oh, tu sais, les séries françaises, à part Kaamelott, ça n'existe pas. Et ça existait alors même que les séries françaises, en France, faisaient encore de très très bonnes audiences. Il y a eu effectivement un virage à la fin des années 90 où les séries françaises ont commencé à prendre un sacré coup de vieux, et ça a notamment été vrai, alors pas parce que les séries américaines arrivaient en prime time, parce que ça c'était pas nouveau, parce qu'une certaine catégorie de séries américaines arrivant en prime time naviguaient dans les mêmes eaux que les séries françaises, notamment Les Experts, qui effectivement, en tant que série policière ultra moderne au début des années 2000, se retrouvent en concurrence en prime time avec des séries françaises beaucoup plus classiques qui d'un seul coup prennent un coup de vieux. L'audience de ces séries françaises s'effondre, et là effectivement les chaînes doivent lancer une reconquête du public et une reconquête des séries françaises. Et donc ça, évidemment, quand on parle de reconquête, ça doit prendre du temps. Là où les États-Unis produisent 45 à 50 nouvelles séries par network, sur les networks tous les ans, la France n'a pas ce rythme-là. Donc nécessairement, les tentatives et les échecs se voient beaucoup plus. Et pendant très longtemps, du coup, ces tentatives et ces échecs se voyant beaucoup plus, donnent l'impression que les séries françaises, c'est pas très bien. Enfin, je rappelle quand même, notamment, Alain, que dans les années 80, c'est les séries américaines qui étaient pas très très bien, parce qu'on les assimilait un petit peu trop vite à des séries popcorn. Ah oui, c'est vrai, touché. Bon, alors, le décalage, c'est que vous, les spectateurs, vous étiez déjà convaincus.
Vous appréciez les bonnes séries, qu'elles soient françaises, anglaises ou américaines, sans distinction, sans a priori. Mais le message peinait à passer. Et puis en 2015, il y a eu une série avec des vedettes de cinéma qui jouaient leur propre rôle et qui revendiquaient non seulement un droit à l'autodérision, mais aussi à la création télévisuelle pure et dure. Il a seulement fallu que le spotlight soit braqué sur eux pour que, là, d'un seul coup, d'un seul, comme disait Pierre Bellemare, les états d'esprit changent en France. Enfin, pas tout à fait quand même. Ils ont été la carotte, voire la salade de carottes en entrée. Mais fallait-il encore que cela soit bien accommodé et que le plat soit savoureux. Il est vrai que quand 10% était lancé, le nom qui a été mis sur le devant de la scène, sur les affiches, était celui du réalisateur Cédric Klapisch. Une marque rassurante, témoignage de la qualité donnée à cette création, et surtout un réalisateur de cinéma, sérieux, pas un vulgaire metteur en scène télé. Alexandre, confirmes-tu que cette nouvelle série, 10%, a fait bouger les lignes auprès des, on va les appeler les influenceurs ? 10% a effectivement, tu l'as très bien dit, été un déclic pour reconnaître que ça y est, les séries françaises avaient la cote. C'est pas que c'est 10% qui a innové et qui a lancé la chose. On est d'accord. Des séries comme Engrenage, Un village français et même Profilage ou Shérif l'avaient déjà amorcé quelques années auparavant. Mais en fait, ça restait des formats, notamment dans le cas de séries comme Engrenage, de séries sur le câble, donc plutôt réservé à une population sur laquelle on disait bah oui c'est Canal+, donc c'est forcément bien. Et puis de l'autre côté, Un village français restait quand même une œuvre, même si elle a très bien marché, un peu confidentielle. Les autres, c'était des séries policières. Donc on se disait c'est normal si ça marche, c'est fait pour que ça marche. D'un seul coup, 10% réunit coche un peu toutes les cases. Elle coche à la fois les cases des séries françaises prestigieuses, telles qu'on les voit sur Canal+ ou sur Arte. D'ailleurs, la série devait y être, sur Canal+ au départ. Et en même temps, elle a tous les artifices de la série populaire, au sens noble du terme, qu'on voit sur les grandes chaînes. Et d'un seul coup, quand vous vous retrouvez en face à face avec ce type de série, vous pouvez plus nier qu'il se passe quelque chose sur les séries françaises. Même s'il y avait eu Les Revenants, même s'il y avait eu d'autres séries qui tentaient le coup, là, avec 10%, on a quelque chose d'ultra populaire et d'ultra hype. Et d'un seul coup, tous ceux qui ne voulaient pas le voir se sont mis à le voir. C'est le cas évidemment du public qui d'un seul coup s'est dit « Ah ouais, finalement c'est pas mal ce qui se passe en France ». Mais c'est aussi le cas des journalistes, en tout cas de certains journalistes qui ont compris que d'un seul coup, avec les séries françaises, ça pouvait marcher. Donc faire un peu du clic. Et donc quand ça fait du clic, on se met à en parler beaucoup plus. Et des organes de presse qui ne parlaient jamais de séries françaises, on les voit aujourd'hui, ils se mettent naturellement à en parler. Et ça, c'est effectivement grâce à 10%. Merci Alexandre. Et on te retrouve dans la loi des séries sur VL Média. Il nous faut maintenant remonter quelques années avant l'ouverture de l'agence ASK, à une époque où la série avait un nom totalement différent. Nous sommes au début des années 2000 et la série a pour titre Avenue Georges V et elle était la création de l'homme qui avait inventé Clara Scheller. En octobre 2006, l'agent artistique très médiatique Dominique Besnéard, qui œuvrait au sein d'Art Media, la grande agence artistique, et qui gérait donc la carrière de très nombreux acteurs et actrices, bavardait avec Michel Feller, un producteur qui, lui, avait travaillé au sein de EuropaCorp. Et comme vous le faites, vous et moi, quand vous bavardez avec quelqu'un du même domaine professionnel que vous, et qui s'avère être un ami, vous vous racontez les situations cocasses vécues au travail. Bon allez, ne niez pas, on fait tout ça, quel que soit le domaine où l'on bosse. On raconte les choses un petit peu outrées, aberrantes, amusantes, décalées. Qu'il s'agisse de vos clients, de vos chefs, de vos employés, c'est toujours quand même ces situations délirantes que l'on retient le plus et qu'on s'échange. Tenez, nous, par exemple, quand on discute entre journalistes séries, à un bon repas ou après un ou deux verres, on se raconte nos histoires de collègues aux habitudes, dirions-nous un petit peu bizarres, comme de sortir leur propre pain à un déjeuner et de le tremper dans l'assiette des gens en face. Des choses de ce genre-là, c'est parfaitement authentique. Et puis, entre Dominique et Michel, comme c'était à l'époque le grand succès des Desperate Housewives à la télévision, avec leurs petits secrets entre voisines de Wisteria Lane, ils finissent par se dire que tous ces petits secrets de vedettes et de réalisateurs, faudrait en faire une série. Que les agents feraient des personnages au moins aussi charismatiques et hauts en couleur que le sont Linette et Eddie. Opiniâtres, Besnéard et Feller parviennent à convaincre le diffuseur qui leur semble plus apte, Canal+, à se lancer dans une création originale sur le sujet. En effet, on parle de cinéma, de stars, de glamour et de petits secrets en coulisses. La chaîne de Desperate Housewives et partenaire officiel du Festival de Cannes est un choix judicieux.
Le projet aura pour titre 10 avenue Georges V, parce que c'est l'adresse bien authentique d'Art Média, et a donc pour but de nous faire pénétrer dans les coulisses d'une agence où les stars jouent leur prochain film et leur carrière, où les réalisateurs espèrent verrouiller leur casting, où les producteurs cherchent à sécuriser leur investissement. Et c'est Nicolas Mercier qui est à la tête du projet. Alors Nicolas Mercier, c'est loin d'être un inconnu. C'est le créateur d'une série télé française totalement révolutionnaire et complètement à contre-courant, qui a fait l'effet d'une véritable petite bombe à la télévision juste l'année précédente, Clara Scheller. Unhappy girl, unhappy boy, unhappy son, unhappy friend, all living in a happy... Ah ben oui, Clara Scheller, vous avez sans doute oublié. Et pourtant, ce fut un succès phénoménal et mérité auprès du public et qui généra un fanatisme forcené. Clara Scheller, c'était une comédie romantique pétillante et stupéfiante avec un triangle amoureux hors norme. Mélanie Doutet, alias Clara, Frédéric Diffenthal, alias JP, son ami et coloc, et Thierry Neuvik, alias Gilles, le ténébreux voisin du dessous. Provocante, mais traitée avec une justesse toute naturelle, la série allait jusqu'au bout de son concept osé, jouant avec des désirs insoupçonnés et enthousiasmant le spectateur. Tout cela pour vous dire que Clara Scheller, dans sa dimension Ali McBealesque, était un must et cloua le bec à tous ceux qui pensaient, comme Alexandre, vous en avez parlé un peu plus tôt, qu'on ne pouvait pas produire de telles œuvres pour la télévision française. La ferveur d'un Clara Scheller et les anecdotes d'un Besnehard, ça ne pouvait que marcher, hein. Eh ben ça marcha pas. Les orientations proposées ne collent pas, le ton n'y est pas, les tentatives sont infructueuses. Rien de très exceptionnel là-dedans. Le développement d'un projet de série ou de film peut tourner court, tout simplement parce que on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Aux États-Unis d'ailleurs, c'est à ça que servent les pilotes. C'est donc quelques années plus tard que l'idée de Besnehard et Feller reprend vie auprès d'un nouveau producteur, Harold Valentin, et avec un nouveau diffuseur, France Télévisions. Nicolas Mercier reprend donc le travail sur cette série, mais là encore, ses idées et les directions qu'il compte prendre ne recueillent pas l'enthousiasme nécessaire pour donner le feu vert au projet. Arrive alors l'idée de faire de 10 avenue Georges V un workplace drama. Quoi ? Un quoi ? Ouais, je vous ai entendu jusqu'ici, hein, franchement. C'est quoi un workplace drama ? Encore un terme barbare et professionnel comme un police procedural. Non. Un workplace drama, c'est un genre en réalité assez mineur à la télévision et qui a pour centre de l'action non pas un commissariat et ses enquêteurs, non pas un hôpital et ses urgentistes, mais les locaux de votre entreprise, vos bureaux, votre boîte quoi. Ouais, là vous comprenez d'un seul coup pourquoi le genre n'est pas très répandu. Côté effervescence, tragédie, amour, gloire et beauté, un open space sous la 6e porte à gauche au fond du couloir, c'est pas top. Le workplace drama, ou série dramatique de bureau, n'est donc pas très répandu. À la différence de la comédie de bureau qui, elle, est très présente, parce qu'il est beaucoup plus ludique de se moquer de cette vie-là. Et en plus, c'est franchement libérateur. Hein. Donc, je vous cite The Office, mais vous avez compris. Dès que l'on rentre dans le sérieux, on comprend bien la difficulté de l'exercice qui ne tolère aucun écart. Pour que ça fonctionne, les sujets doivent être pointus, les personnages extrêmement bien définis, les dialogues ciselés. Vous n'aurez aucune urgence et aucune poursuite en voiture pour susciter le frisson. Donc, la plupart du temps, le workplace drama a pour cœur la rédaction d'un grand magazine avec ses journalistes qui se croisent, ses conférences de rédaction, quelques envoyés spéciaux, mais surtout les décisions éditoriales et les échanges passionnés sur les sujets polémiques qui vont y être traités. Aux États-Unis, c'est le cas par exemple avec la très célèbre série Lou Grant, que l'on connaît assez peu chez nous, mais qui répond exactement à tout ce que je viens de vous décrire. En France, on a eu la formidable série de Canal+, Reporter, qui elle aussi jouait exactement sur les mêmes ressorts. Vous avez aussi l'agence de détective privée, qui est potentiellement une série de bureaux très efficace. L'exemple parfait, c'est Clair de Lune, Moonlightning avec David et Maddy. Mais le domaine qui est le plus souvent représenté dans les drames de bureau, c'est la vie dans un cabinet d'avocats.
La loi de Los Angeles nous montre, dès son générique, la vie des avocats de Mackenzie, Brackman, Cheney, Maître Cusack, Belker, Kelsey, Cifuentes et Markowitz qui se croisent dans leur bureau. Ils entrent, ils sortent, ils ouvrent des portes. Voilà, ça c'est le workplace drama. Et d'ailleurs, dans le tout premier épisode de cette série mythique, un des associés du cabinet, Norman Chaney, meurt, ce qui réorganise toute la dynamique et pose des enjeux de concurrence et d'ambition professionnelle. Ça amène donc tout un potentiel dramatique, ce qui est toujours bon pour un scénariste. Vous allez vous en rendre compte dans un instant. Voilà, vous avez compris ce qu'est un workplace drama, un drame de bureau. Et puisque notre projet de série a pour titre l'adresse des bureaux d'une agence, la bonne idée est de bâtir toute une troupe de personnages, des agents, qui, tels des avocats, se croisent, échangent, discutent, poursuivent chacun un cas précis. Ici, un client, une star. Lumineux, brillant et efficace. Pour ce faire, la série va changer de titre. D'une adresse à Paris, elle va devenir une note en bas d'un contrat. 10%. La personne qui va donc relancer une nouvelle fois ce projet pour lui donner cette impulsion, c'est une scénariste émérite, rompue aux séries exigeantes. Un village français, fais pas ci, fais pas ça. Les Bleus, premier pas dans la police, Kabul Kitchen. Son nom, Fanny Herrero. Elle va donc écouter Dominique Besnard, rencontrer des agents et imaginer des figures contrastées racontant différentes facettes du métier et donc différents rapports avec la vie et l'argent. Et bien cette fois-ci, ça marche. Le projet est lancé, la série est mise en production. Est-ce que je peux t'appeler n'importe quel jour de la semaine à 4h du matin? Est-ce que tu acceptes de travailler le dimanche, à faire n'importe quoi pour n'importe qui? Est-ce que ça te pose un problème de plus avoir aucune de tes soirées? Chaque agent, en moyenne 80 comédiens. On les aide à trouver des rôles, on négocie leurs contrats, on les accompagne dans la gestion de leur carrière. En échange, on prend 10% de la rémunération. Mon petit poulain préféré a été pris sur les larmes du monstre. On en est où du contrat Guillaume Canet là-dessus? Ça suit son cours. Nous faisons 2 acteurs maison sur le film. Gabriel, on en est où de Cécile de France sur le Tarantino? Trop âgé pour le rôle. C'est hiroshimesque. Cécile. Un contrat de plusieurs millions d'euros. Gabriel vient de laisser tout ça nous échapper. Voilà, vous voyez exactement le potentiel du workplace drama dans le cas des agents. On discute contrat et on se bagarre pour son client. Mais bon, pour mieux se rendre compte, ça serait peut-être mieux de nous rendre directement dans les bureaux de la société, au cœur de l'action, hein. Bon, et vous tenez bien, hein. Si vous croisez un acteur, vous faites pas votre fan, hein. Vous me faites pas honte. Et il est temps maintenant de rencontrer celui qui va être notre guide au sein de l'agence ASK, son agence, Mathias Barneville. Bon, c'est plutôt alias l'acteur Thibaut de Montalembert. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors merci de nous recevoir et de passer donc un moment avec nous pour nous retracer la vie de l'agence artistique ASK, de porter donc un regard sans doute un peu nostalgique sur cette aventure de 4 saisons et d'un peu plus de 5 années. Alors, déjà pour que ne subsiste aucune ambiguïté, je vais vous situer, comédien. Vous avez eu Francis Huster et Patrice Chéreau parmi vos professeurs. On vous connaît pour les films d'Arnaud Desplechin, pour les pièces de Shakespeare, de Molière et de Victor Hugo. Ouais. Pour l'instant, c'est un sans faute. Ouais. Et dès la fin octobre, vous serez Lola dans le film Miss de Ruben Alves. Ouais. Comme cela semble être un peu différent du personnage de Mathias et donc absolument passionnant, pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, absolument. Alors, Lola, le film Miss, c'est l'histoire d'un garçon qui est un jeune garçon dont le rêve est de devenir Miss France. Et on le retrouve à 25 ans, vivant un peu d'expédient comme ça, vers Pigalle, où il habite un endroit qui ressemble à une espèce d'arche de Noé, qui est tenue par une ancienne Mao sur le retour, maoïste sur le retour, qui est Isabelle Nanty. Et dans cet endroit vivent un peu des bras cassés. Alors, il y a 2 garçons qui font un peu du deal d'herbe. Il y a un atelier clandestin de Pakistanais. Et il y a un vieux travelot sur le retour qui tapine encore un peu au bois de Boulogne. Et ça, c'est moi, qui s'appelle Lola. Et tous ces gens vont aider Alexandre à rejoindre son rêve. Donc il va se présenter, il va faire tout le concours, il va devenir Miss Île-de-France, et puis ensuite il va grimper. Et voilà, et c'est un film auquel je suis très attaché, d'abord parce que effectivement le personnage que je joue est quand même quelque chose très 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 éloigné de ce qu'on m'a vu faire jusqu'ici. Ah oui, et ça a l'air passionnant en plus. Oui,
parce que c'est très facile de faire une caricature de ce genre de personnage. Et il a fallu qu'on se mette d'accord avec Ruben Alves dès le départ, mais ça a été une évidence. On était tous les deux on était sur les mêmes ondes. Sur la même longueur d'onde et de faire quelque chose qui soit à la fois un personnage très baroque comme ça de cette Lola, mais en même temps avec ses failles, avec ses fragilités et je crois qu'on a réussi à le faire. Et le film est vraiment un très joli film sur la tolérance, sur ses choix, sur les choix de vie, c'est sans jugement, c'est très humain, c'est drôle, c'est émouvant, on pleure. Et je dois dire que là, on avait fait le Tour de France avant le Covid et avant le confinement, parce que le film devait sortir à l'origine le 13 mars, puis finalement il a été reporté, il sort donc le 28 octobre. On avait fait et on continue à faire un Tour de France assez large, et à chaque fois c'est un accueil merveilleux de la part du public. Et on sent que c'est en effet une motivation particulière en tant qu'acteur d'être dans ce type de rôle et de film-là. Oui, parce que c'est un peu comme 10%. Là, justement, la transition arrive bien, parce que c'est vrai que 10% est une série qui est un peu hors norme, qui sort un peu des sentiers battus. On est habitué aux séries de flics, de médecins, d'avocats, etc. Des séries avec les agents, c'est la première fois. Et le fait que ça soit initié au départ par quelqu'un comme Dominique Besniard, que ça soit réalisé la première saison par Cédric Clapiche, qui sont tous les deux des êtres humains qui ont une grande humanité, ont fait de cette série à la fois un portrait assez ironique, quand même, qui est porté sur le milieu, que ce soit les stars ou que ce soit les agents, mais c'est jamais méchant. C'est jamais méchant. Et je pense que le public s'est retrouvé là aussi parce qu'il y a de l'ironie, il y a de l'humour, mais il y a beaucoup de tendresse. Moi, j'ai retracé donc la longue évolution de 10 avenue Georges V en 10%. Quand avez-vous rejoint l'équipe d'ASK ? Samuel Kerr crée l'agence ASK avec Liliane Rover, avec Arlette. Au départ, ils étaient tous les deux. Et puis après, sont venus s'adjoindre les autres. Et les autres, ça a été moi qui étais avocat avant, on le dit dans je crois, la 3e saison, plus ou moins. Mathias a été avocat. Donc il n'est plus avocat, il devient agent. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il a été pris aussi par Samuel Kerr, c'est parce qu'il amenait un savoir sur le plan juridique. Donc il rentre dans cette agence, puis petit à petit il y en a d'autres qui sont arrivés. Il y a Camille Cotin, il y a Grégory Montel, alors les personnages. Alors il y a Gabriel, en effet, qui est lui le bordélique totalement impulsif. Vous avez cité Arlette, la mémoire vivante du cinéma, sans faux semblant. Il y a Andrea, donc, qui est cynique, hyperactive. Et vous, Mathias, l'incarnation du pouvoir et de l'ambition. Oui, c'est-à-dire que Mathias se rêve en capitaine d'industrie, Mathias se rêve en grand stratège, un peu distant, un peu froid, un peu avec un... Oui, enfin voilà, c'est... On le surnomme Jafar tellement il est machiavélique. Oui, mais alors, il est machiavélique, effectivement, un peu comme Jafar, c'est-à-dire qu'il est bourré de plans tordus, mais il n'arrive jamais à ses fins, il se prend toujours les pieds dans le tapis. Et finalement, en fait, Mathias, c'est un peu un clown blanc. Ouais. C'est-à-dire que au départ, dans la première saison, c'était assez rigolo d'ailleurs, parce que quand les 2 premiers épisodes sont sortis, ça a été un succès tout de suite. Et mes camarades me disaient c'est formidable, on sort dans la rue, les gens nous arrêtent, ils sont ravis, ils adorent la série. Moi, rien du tout. Le mercredi d'après, les 2 épisodes suivants, ça continue à monter, et moi toujours rien. Et alors je commence à m'inquiéter, et je me dis mais alors, c'est vexant. Bah oui, soit je suis pas bon, soit ils m'aiment pas. Et puis, les 2 derniers épisodes de la première saison, là où on voit Mathias tout d'un coup un peu s'amollir, devenir avec sa fille plus humain, etc. Tout d'un coup, les gens me voient, ils m'ont dit « Mais on avait bien vu que c'était vous, mais on vous trouvait tellement insupportable qu'on ne voulait pas vous saluer. » Bon, puis après, ça a changé. Mais c'est ça l'équilibre, de toute façon, qui est important dans cette série, c'est le fait que les 4 personnages principaux sont différents et complémentaires. Oui. C'est pour ça que pour vous, en tant qu'acteur, là je m'adresse à Thibaut, c'est pour ça que c'est intéressant à jouer, c'est parce qu'il y a vraiment une complémentarité entre vous. Alors d'abord, il y a une complémentarité entre nous 4, et puis en ce qui me concerne, le personnage de Mathias était passionnant à faire parce que c'est un personnage à plusieurs strates.
Il a eu une double vie. C'est un personnage qui surprend parce qu'on apprend toujours des choses sur lui. On se dit il est comme ça, Mathias. Oui, mais non. En fait, il est comme ça, mais il est aussi un peu autre chose. Et du coup, ça permet de jouer sur plusieurs niveaux et plusieurs claviers et tonalités différentes. Et puis, il y a effectivement tout ce qui se passe entre nous, entre les membres de cette famille, parce que c'est ça en fait. SK, c'est vraiment une espèce de famille où tout le monde se connaît, où c'est comme des cousins ou des frères et sœurs. Ils se tirent dans les pattes, mais en même temps ils s'aiment bien. C'est vous ma famille, vous et mes acteurs. SK. Alors Arlette, c'est Liliane Rover, Gabriel, c'est Grégory Montel, Andrea, c'est Camille Cotin. Le principal point commun de tous ces personnages, c'est que leur vie personnelle passe au second, voire au troisième plan, quand elle n'est pas sacrifiée ou carrément en lambeaux. Ils sont prêts à tout pour leurs acteurs, mais ils ne sont pas là pour leur famille. Et c'est vraiment l'intérêt de la série, des personnages dans l'ombre, prêts à se sacrifier corps et âme pour des talents qu'ils défendent, prêts à leur mentir, à inventer, à manigancer, à frôler la ligne jaune, au détriment de leur propre vie. Oui, oui, c'est-à-dire ça, mais ça c'est très l'époque dans laquelle on vit, c'est-à-dire c'est vraiment c'est le travail avant tout, malheureusement. Enfin, et c'est vrai que dans un métier comme celui-là, qui est donc le métier d'agent, qui est un métier de service, disons, c'est l'intermédiaire entre le producteur et les acteurs, ou les producteurs et les réalisateurs. Dans des métiers de service comme ça, le temps est comme une peau de chagrin, il se rétrécit de plus en plus, et le professionnel prend de plus en plus de place. C'est comme les attachés de presse, hein. C'est-à-dire c'est quelque chose, ça devient de plus en plus prenant. Et si on ne fait pas très attention, effectivement, la vie privée disparaît. Je pars en vacances au Brésil, pas à la retraite. Il va me manquer. Oh, si je te jure. Samuel, on est en réunion, t'es sur haut-parleur. Monsieur Kerr, Samuel est décédé. Il aurait avalé une guêpe. Mais quel con. Comme quoi, on peut avoir une vie pleine de panache et une mort de merde. Vous étiez les associés de mon mari. SK sans Samuel, qu'est-ce que ça va devenir? Je veux vendre. Qu'est-ce que tu fais, Cécile? Chercher un autre agent. Je sais qu'ils veulent pas de moi à cause de mon âge. À quoi ça sert, je te donne 10% de ce que je gagne si tu fais rien pour me défendre? Qui est le petit salopard qui a tout balancé à Cécile? Elle est où la taupe, là? Y'en a qui bossent en sous-marin pour la concurrence, c'est ça? Si le bruit commence à courir que des gens quittent l'agence, ça va être la débandade. On peut pas se permettre de planter ce film. Si c'est pas réglé dans 24 heures, j'interviens. Avec quand je vous avais dit que le stratagème du décès d'un des responsables de l'agence pour lancer l'intrigue, ça marchait bien. Vous voyez, j'avais pas tort. C'est sur cette structure que repose toute la première saison. Les acteurs et actrices qui acceptent de jouer leur propre rôle dans des histoires qui ne sont pas les leurs, mais inspirées d'histoires bien authentiques, retracées par Besnard, sont Cécile de France, Dine Renaud, Françoise Fabian, Nathalie Baye, Laura Smet, Audrey Fleurot, Julie Gaillet, Joe Star et François Berléand. À travers elles, on évoque les doutes sur leur propre corps ou sur leur âge, sur les rivalités entre actrices, et on évoque même les rivalités entre mère et fille. La mère monstrueuse et la fille insupportable. Elle est pas du tout insupportable. Mais ma mère n'est pas monstrueuse. Enfin, mais si je peux pas m'engueuler avec ma mère, avec qui je vais m'engueuler? Everything that drowns me makes me wanna fly. I've been losing sleep. Dans cette agence, il n'y a que des stars. La force d'un acteur, c'est sa fragilité. C'est comme un verre en cristal. Julie Gaillet et Joe Star ont disparu. Ouais, garderie. Non mais ils veulent pas juste faire leur métier? Ce qui a été fait au lancement de 10%, c'est de focaliser la série non pas sur les talents, non pas sur les stars, mais sur leurs agents. Ce sont eux qui allaient être les vraies stars de la série. Les vedettes des films seront un peu leur faire-valoir, un peu leur reflet. C'est en fait un peu ça, quoi. Les stars de cinéma servent à valoriser vos personnages. Oui, mais au départ, c'était pas ce que, en tout cas, la chaîne France 2 pensait. Je pense que ça s'est fait. Malgré soi, je dirais, et grâce à nous tous, en fait, voilà. Vous voulez dire qu'au départ, c'était plus un espèce de showcase pour des grands acteurs de cinéma à l'intérieur d'une série, et que c'est finalement vous qui avez pris le pouvoir? C'est les personnages, les personnages récurrents qui ont pris le pouvoir de la série? Oui, d'une certaine manière, c'est les personnages récurrents. Oui, absolument. Les personnages secondaires, non, les personnages récurrents, mais qui ne sont pas des stars, qui ont pris le pas.
et qui ont pris le pas pour des tas de raisons, c'est-à-dire que... Parce que c'est bien écrit. Parce que c'est bien écrit, parce que je crois qu'on n'est pas si mauvais, et que je pense que c'est très bien filmé aussi. Ouais. On a affaire à des réalisateurs qui sont tous des réalisateurs de cinéma. Alors, j'ai rien contre les réalisateurs de télévision, mais c'est pas la même grammaire. Et en termes de qualité, disons, de narration cinématographique, la série, en termes d'écriture, je dirais, cinématographique, la série, elle sort du lot par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir à la télévision, parce qu'il y a une écriture cinématographique. Alors justement, c'est très intéressant, parce que en plus de Fanny Herrero et de la dizaine d'auteurs qu'elle réunit pour pouvoir ficeler au plus vite les scénarios des 6 épisodes, c'est justement Éric Lapiche qui accepte de réaliser le premier et donc de créer la signature visuelle de la série. Oui. Sa participation, parce qu'il a réalisé 3 épisodes, a été à ce point capitale, et pas simplement nécessaire pour crédibiliser la série auprès des médias. Le travail avec lui était décisif pour vous et les autres acteurs. Oui, absolument, parce que d'abord Dominique, ça faisait 10 ans qu'il essayait de monter ce projet, et tout le monde lui disait « mais ça va intéresser personne, qu'est-ce que tu veux embêter les gens avec ça, etc. » Et Cédric dit « ah ben moi ça m'intéresse ». À partir du moment où il dit « ça m'intéresse », la chaîne rentre en production. Et lui, ça l'intéressait vraiment parce que c'était un challenge pour lui. Il avait fait que du cinéma, il n'avait jamais fait de télévision. Donc c'est d'autres paramètres. C'est-à-dire un épisode, c'est en jours. Alors que un film, c'est en 2 mois. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais il a voulu quand même garder, malgré tout, une exigence esthétique, une exigence cinématographique ou d'image, disons. Et il a donné le ton, puisqu'il a fait le casting avec... Alors, il y a lui, puis il y a Lola Doyon, qui se trouve être son épouse dans la vie, mais qui est aussi réalisatrice, qui en a réalisé 2 de la première saison, et Antoine Garceau, qui était son premier assistant, qui, pour l'occasion, est passé réalisateur. Antoine Garceau, qui a fait les 4 saisons de 10% comme réalisateur. Et donc, à eux 3, ils ont créé la première saison. Ils ont donné le ton général, à la fois esthétique, à la fois le casting, ils l'ont fait ensemble. Et puis ce ton aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce ton de comédie qu'on retrouve dans les films de Clapiche, c'est-à-dire cette comédie qui est à la fois drôle, tendre, humaine, jamais méchante, ironique, mais voilà. C'est vraiment un style très particulier. Le succès de cette première saison de 6 épisodes diffusés à la rentrée 2015 est absolument foudroyant. Non seulement en termes d'audience, on est sur une moyenne de 4 386 000 spectateurs, soit 17,7% de part de marché, mais aussi et surtout en termes critiques, qui sont totalement unanimes. 10% devient la série qui marque le renouveau des séries françaises, montrant ainsi de façon éclatante ce que les idées reçues avaient éloigné depuis des décennies, comme on en parlait au début de ce podcast avec Alexandre. Fanny Herrero et son équipe de scénaristes continuent donc sur leur lancée, et une seconde saison de 6 épisodes est diffusée en avril 2017. Quelques semaines plus tôt, c'était lors d'un déjeuner de presse, au milieu de journalistes et de l'équipe de la série, donc, on va être très clair, dans un brouhaha absolument indescriptible, qu'elle me parlait des améliorations scénaristiques qu'ils avaient pu apporter à ces épisodes. Dressez l'oreille. Par rapport à la saison 1, il n'y avait pas vraiment d'arche. On avait écrit, c'était le chaos. Vous connaissez un peu l'histoire de la série, on revient de très très loin, il y a eu beaucoup d'auteurs qui se sont succédés. Quand moi j'ai repris, il fallait aller vite, quoi. Il fallait... Toutes ces histoires, on les a écrites très vite, aussi dans une euphorie et une joie super qui nous a porté, mais là en saison 2, on a rationalisé, quoi. On a vraiment mis en place une méthode de travail avec mon équipe d'auteurs, je pense plus solide. On a, je pense, écrit des partitions qui sont plus maîtrisées pour tous nos personnages. Donc peut-être pour vous répondre, je pense que la différence principale, elle est sur les récurrents. On a essayé de nourrir des arches plus profondes, plus intenses qu'en saison 1, j'ai l'impression. Et ouais, ce qui ressort de ces nouveaux épisodes, c'est la mise en avant de 4 nouveaux personnages, qui étaient pourtant là depuis le début, mais n'avaient pas eu les honneurs du dossier de presse. Noémie, Hervé, Sophia et Camille, les 4 assistants des agents. 4 personnages qui, eux aussi, apportent des facettes différentes de Mathias, Arlette, Gabriel et Andrea. Le scénario, c'est la base de tout. Pas de scénario, pas de film, pas de financement, pas de comédien, pas d'agent, pas d'assistant. Je voudrais que tu me trouves combien Mathias a proposé pour Guillaume Canet sur Les Larmes du Monstre. Je fais comment ? Bah tu te démerdes, ma grande.
Hervé est le gai, exubérant, cynique et langue de vipère. Sophia, c'est la standardiste, qui mène doucettement une petite carrière d'actrice. Noémie est en admiration béate devant son patron, vous, Mathias. Et puis Camille, c'est ni plus ni moins que votre fille illégitime, qui se fait engager auprès d'Andrea et qui est le personnage nouveau venu. À savoir le bon moyen de nous faire pénétrer, nous, spectateurs, dans la série, dans son environnement et dans ses personnages. Mon agence, c'est le petit bijou que tout le monde nous envie. L'hiver dernier, notre patron est mort, et depuis, le petit bijou, il est à vendre. Ah, bah alors, t'étais où? Je viens pour vous épouser, t'es pas là. Vous êtes désormais actionnaire majoritaire de l'agence ASK à hauteur de 60%. Vas-y, Noémie, casse-moi cette pouffe. On a que des merdes. Il faut réduire les salaires. Un décor de merde. Moi, si on réduit mon salaire, je peux m'acheter à peu près une chouquette. Un temps de merde. C'est quoi cette bande de petits bras? On est... Dans la merde. Vous vous démerdez pour me ramener au moins Julien Doré et Norman. Et oui, cette saison 2 voit aussi ASK sauver de la faillite grâce à un jeune investisseur, Hicham Janowski, un nouveau personnage régulier de la série qui est un peu, comment dire, caractériel. Tu connais cette agence américaine, UBA? Je me disais que j'avais peut-être envie de l'acheter. Qu'est-ce que vous croyez? Nous ne sommes pas à vendre. Très gros bonus. Combien? Allez, 10 000 chacun. 15. Et comme si tout cela ne suffisait pas, la concurrence, l'agence Star Media, est bien plus présente et tente de rafler acteurs et agents à ASK. Je voudrais que tu nous rejoignes chez Star Media et que tu te prépares à prendre la tête de l'agance. Que je vous rejoigne. Avec tous mes clients, bien sûr. Ce qui ferait de Star Media la plus grosse agence de Paris. Ce serait la mort d'ASK. C'est Mathias, il part avec tous ses talents à Star Media. Pourriture d'enfoiré. Lâche-moi. Moi, j'ai l'impression que cette saison 2 est clairement bien plus aboutie, surtout pour vous, pour les personnages comme Mathias, comme Camille, comme tous ces personnages-là. C'est-à-dire que tout d'un coup, je pense qu'ils existaient en première saison, et là, ils s'affirment, en fait. Ils s'affirment en seconde saison. Ils prennent de l'épaisseur, ils prennent du volume, on rentre disons, plus dans le dur, voilà. Avec la seconde saison, mais aussi parce que ils ont ce passé en commun qui est le passé de la première saison, donc sur lequel s'appuie la seconde. Mais pour vous, ça a été quand vous êtes revenu en tant qu'acteur, oui, avec toute l'équipe tournée la seconde saison, vous avez senti une différence dans les textes, dans le style, dans le rythme. Vous avez senti qu'il y a eu plus d'emphase, une trame plus solide vis-à-vis de vos personnages? Non, on n'a pas senti ça tout de suite. Par contre, ce qu'on a senti, c'est qu'on avait un énorme plaisir à repartir ensemble pour 4 mois. Et que donc, voilà, c'est ce qui a été... On peut dire que le maître mot de ces 4 saisons, ça a été le plaisir. Le plaisir de jouer, le plaisir d'être ensemble, le plaisir de faire quelque chose dont on était fiers parce que ça, encore une fois, ça sortait des sentiers battus et que ça avait de la qualité. Portée par le succès de la saison 1, la 2 se permet des vedettes invitées comme Fabrice Lucchini et Isabelle Adjani. Et si le premier épisode repose beaucoup sur le couple Virginie Elfira et Ramzy Badia, tous les autres guests sont bien mieux intégrés aux histoires des agents, tels Guy Marchand avec Arlette par exemple. Mais un développement majeur se produit pour le personnage de Sophia, et oui, la standardiste là, interprétée par Stéphie Selma. Julien Doré veut devenir réalisateur de cinéma et l'engage, elle, comme vedette de son premier film. Moi, ce que je veux surtout, c'est une voix qui s'adapte à l'univers végétal et sensuel que j'ai écrit. Tu vois, avec des graves qui rappellent les racines de la terre et puis des aigus, un peu comme l'acidité du feuillage. Et puis le désir encore. C'est d'ailleurs elle, en duo avec Julien Doré, que l'on entend en ce moment même. Écoutez. Pour Gabrielle, c'est donc la suite de sa romance avec cette même standardiste, actrice en devenir, qui accède à un rôle de premier plan. Un autre couple agent-assistant, c'est celui de Noémie, l'assistante de Mathias, qui est de plus en plus folle amoureuse de son patron et qui a de plus en plus de mal à le cacher. D'autant que Mathias est marié et qu'il doit normaliser ses rapports avec sa fille, Camille. Le tout dernier épisode de la saison est d'ailleurs un peu la consécration de ce succès de cette série, puisque la série est autorisée à tourner à Cannes, pendant le festival du film, lors d'un épisode avec Juliette Binoche. C'est pour moi une immense fierté de vous accueillir ici dans le plus bel endroit du monde, une salle de cinéma. Mais c'est aussi un épisode dans lequel Andrea va peut-être tout plaquer pour partir aux États-Unis, sauf que elle est enceinte d'Hicham. Moi, quand je suis passée des mecs aux filles, j'ai eu l'impression que je passais d'un bac à sable à un terrain de foot. Un bac à sable? Mais avec un gros château dedans, parce que t'as joui, ma vieille. Non, j'ai baillé, voilà, j'ai baillé sonore, comme ça.
En 2018, la 3e saison de 10% ne se refuse plus rien, car diffusée à l'international avec un concept vendu auprès de chaînes étrangères, la série est devenue The Place to Be pour Jean Dujardin, Monica Bellucci, Béatrice Dalle ou Isabelle Huppert. C'est d'ailleurs cette dernière qui sera au cœur d'un arc narratif majeur. ASK tremble à nouveau sur ses fondements car l'actrice, Isabelle Huppert, a joué dans 2 films à la fois, alors que son contrat avec les Américains réclamait que l'exclusivité de son travail, durant cette période, aille à une production américaine. Le litige qui pourrait s'en suivre et les dommages financiers que cela entraînerait pourraient causer la fin de l'agence. C'est dans le 6e et dernier épisode, et à l'occasion des 30 ans et peut-être de la fin d'ASK, que l'on croise beaucoup des acteurs et actrices qui sont déjà apparus dans les épisodes précédents, tels Lynn Renaud, Joey Starr et Audrey Fleurot. Et donc, une homonyme de la grande actrice, une autre Isabelle Huppert, qui va duper les Américains et permet d'éviter la déroute financière. Sophia se voit nominée au César dans la catégorie Meilleur Nouvel Espoir. Andrea est maintenant en couple et maman avec le bébé qu'elle a eu avec Hicham et se voit confier par Hicham la direction de l'agence. Pour les 30 ans d'Alaska, on fait quoi? On ferait pas une grosse fête? Ça fait longtemps que j'ai pas dansé. Oh ouais, ça ferait du bien à tout le monde. Ça me fait plaisir de vous voir là comme ça, toujours ensemble. Unis, réunis. Une grande famille. Ça fait 10 ans que j'ai toujours le meilleur chiffre d'affaires de l'agence. Ouais, sauf qu'un Dujardin égale 2 Canet. Mais coup de théâtre final digne des meilleurs twists des séries américaines. À la fin de cette saison, ce ne sont pas les 2 agents conspirateurs prêts à quitter le bercail qui sont éjectés d'ASK, mais vous, Mathias, qui êtes sur le départ. Ça, c'est vraiment le coup de tonnerre, la surprise. Et est-ce que c'est pas un nouveau départ ? Comme on le voit un petit peu dans les dernières images de la saison 3, pour le personnage de Mathias à la fin de cette saison. Si, c'est un nouveau départ sur tous les plans d'ailleurs, parce que c'est un nouveau départ professionnel, sans révéler encore vraiment ce qu'il va le devenir, mais voilà, il va créer quelque chose avec Noémie, et Noémie avec lequel il va vivre. Ça, on peut le dire. Donc, puisqu'il s'est séparé de sa femme et que voilà, il forme un couple qui va s'épanouir, qui va exister ensemble. Comment avez-vous reçu, Thibaut, ce dernier script? Comment vous vous êtes dit, avec excitation, avec appréhension? C'est oh là là, qu'est-ce qu'ils font avec mon personnage? Ou wow, là, ça va devenir intéressant. Je sais pas. Non, j'étais très curieux. J'étais très curieux. J'attendais de voir ce qui allait se passer. J'attendais de voir ce qu'on m'avait réservé, ce qu'on nous avait réservé à Noémie et à moi. Et j'ai pas été déçu. On s'attend donc à ce que, dans cette saison finale, le statu quo entre les agents ait disparu, que les cartes du pouvoir soient totalement rebattues. Mathias donc n'est plus à ASK. Et pourtant, il est au centre de la saison, non seulement parce qu'il se lance dans une nouvelle aventure professionnelle, aux côtés de Noémie, dorénavant ouvertement sa compagne, on vient de le dire, non seulement parce qu'il n'est plus un homme indépendant, mais qu'il répond de ses actes auprès d'un supérieur, mais parce qu'il ne peut changer et il continuera de duper, de tromper son monde, y compris ses très proches, au point de voir tout s'écrouler autour de lui. Cette saison 4, c'est un petit peu le fond du trou pour Mathias, et le début de sa résurrection, quelque part. C'est ça, exactement. C'est-à-dire vraiment, il plonge au fond. Il plonge au fond de ce qu'il est, au fond de sa noirceur, on pourrait dire, de son côté machiavélique et tout ça. Et il va en ressortir de là, nettoyé quelque part, changé, profondément changé et différent, tout en restant quand même le stratège qu'il est et avec le plaisir qu'il peut avoir à évoluer professionnellement mais il va prendre de la distance quand même. Il va prendre de la distance. Il va avoir un regard. Il y a un changement radical quand même. Un changement radical. Évidemment, on ne peut pas tout raconter parce que des gens vont écouter ce podcast sans avoir vu encore la dernière saison. Mais pour ceux qui ont déjà vu la saison, sans trop révéler les choses, c'est clair que le personnage de Mathias, il y a une coupure. Il change radicalement de ton et de style, littéralement. Il change de vie, littéralement. Oui, non, mais c'est ça d'ailleurs que les séries permettent aujourd'hui à la télévision, c'est qu'on sort des personnages qui sont stéréotypés comme on avait l'habitude un peu à la télévision, c'est-à-dire on avait un personnage en début de film ou en début et qui ne changeait pas, qui n'évoluait pas, c'était le même du début à la fin, il ne passait son temps qu'à donner des informations. Ça, c'est en train de disparaître et c'est tant mieux. Et là, on a un personnage qui, entre le premier épisode de la première saison et le dernier épisode de la 4e saison, a eu une très très grande évolution
évolution humaine, professionnelle et humaine surtout. Excuse-moi, là. Mathias, il y a Jean Reno qui vous demande. Ah ben oui, je vous laisse, Mathias, allez-y. Alors, pendant que Mathias fait son travail, je vais en profiter pour aller dans le bureau d'à côté. Ah, tiens, à la rencontre de l'autre figure clé de cette saison finale de 10%, Victor Rodenbach. Victor, bonjour. Bonjour. Ah merci d'être là. Écoutez, vous restez quand même dans les bureaux longtemps, vous. Il est tard, vous savez. Faut y aller, Victor, quand même. C'est fini maintenant. On fait des heures sup. Merci de venir me voir. Alors, Victor, vous êtes scénariste. Vous avez écrit de nombreux épisodes de Platane, aux côtés d'Éric Judor. On en avait d'ailleurs pas mal parlé dans un Previously. Vous avez évidemment écrit pour la série d'OCS Les Grands. Et vous êtes le showrunner de cette saison finale, Fanny Herrero ayant été en charge des 3 premières. Avant d'aller plus avant, donc, dans cette fonction, comment s'est passé le passage de flambeau entre Fanny et vous? Est-ce que vous aviez discuté de la façon dont la saison 3 se terminait, de la trajectoire des personnages, ou est-ce que vous avez été mis devant le fait accompli, par exemple, que Mathias était viré d'ASK? Alors, tout d'abord, pour être un peu précis, je pense que moi je me qualifie plus de directeur de collection que showrunner. Puisque je pense que le showrunner a des prérogatives de production qui vont un peu jusqu'au tournage. Là où moi mon rôle c'est vraiment tenu à la direction d'écriture, la direction de vraiment donc l'écriture des arches narratives et la coécriture des scénarios. Et pour revenir à votre question sur la transition avec Fanny, alors ça c'est d'abord passé par les producteurs. Harold Valentin, Aurélien Larger, Dominique Besnard et Michel Feller, qui nous ont contactés, je dis nous parce qu'on était 2 à l'origine, avec Vianney Le Basque, donc avec qui j'ai coécrit Les Grands et qui a réalisé la série. Donc on est d'abord arrivé à 2 sur cette série. Vianney devait en réaliser une partie de la saison 4, et on devait assurer la direction de collection ensemble. Donc finalement, pour des raisons personnelles, il a décidé de ne pas le faire, et il a quitté la série, donc je me suis retrouvé seul aux manettes. Donc voilà, et c'est une fois que cette proposition a été faite par les producteurs, c'est à ce moment-là qu'on a rencontré Fanny, qu'on ne connaissait pas encore personnellement, que je ne connaissais pas personnellement à l'époque, et à qui on a parlé de notre vision de la série, de ce qu'on imaginait pour la suite, mais de manière assez amicale, puisque elle, je ne veux pas parler pour elle, mais je pense qu'elle avait la volonté d'opérer une coupure nette, de ne pas partir à moitié, parce que voilà, ça avait occupé, je pense, beaucoup de place, et elle avait un lien encore très fort à tout ça. Donc pour que transition se fasse, il fallait qu'une transition totale se fasse. Donc elle nous a accordé toute sa confiance, toute sa bienveillance, et à partir de là, on est parti écrire. Dans cette saison 4, vous faites intervenir un nouveau personnage, une Mathias en talons aiguilles, qui s'appelle Élise Formin. Elle est démissionnaire de l'agence concurrente, l'agence Star Media, une agence qui était déjà le némésis, le méchant de la saison précédente. Alors, le fait de faire venir ce nouveau personnage, c'est une stratégie pour faire rebondir les conflits, pour créer de nouveaux conflits, alors que Mathias n'est plus réellement dans la place? Oui, bien sûr, il y a de ça. Il y a la volonté de redessiner un peu les rapports de force, les rapports de concurrence que la saison avait très bien éprouvé déjà pendant 3 saisons. Le départ de Mathias était évidemment un défi d'écriture au début, puisque l'arène de la série jusque-là se contenait vraiment dans ses bureaux d'ASK, dans cette agence. Donc évidemment, on ne pouvait pas perdre le personnage de Mathias, mais il fallait continuer de faire famille d'une manière ou une autre et de faire arène. Donc voilà, il a fallu qu'on lui trouve une destination à la fois surprenante et quand même cohérente par rapport à ça. Et par ailleurs, c'était aussi une opportunité parce que ça libérait d'une certaine manière une place, ça mettait l'agence en difficulté. Et comme on le sait, une famille, une entreprise, quand elle est affaiblie, quand elle prend un coup, elle doit se réinventer, ce qui peut être une chance, mais elle devient aussi vulnérable, elle doit laisser entrer peut-être un peu vite certains éléments ou céder des choses, et ce qui est évidemment source de conflits et d'intrigues. Bien sûr. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a imaginé cette Élise Formin. On avait envie d'imaginer un nouveau personnage féminin fort, assez flamboyant, surprenant. Le personnage est absolument fantastique. Oui, il vous a plu. Le personnage est génial. Le personnage est vraiment fantastique. Quand il est décrit comme un Mathias en talons aiguilles, c'est le diable s'habillé en Pradas. C'est vraiment ça, quoi. C'est complètement ça, le personnage. Et son interprète est remarquable. Donc c'est une sacrée trouvaille. Et en effet, ça rebat complètement les cartes pour cette saison 4. Alors, clairement, cette saison regorge de stars, mais
celles-ci sont réellement imbriquées dans chaque histoire, comme jamais auparavant. Charlotte Gainsbourg, Franck Dubosc, José Garcia, Sandrine Kiberlin, Sigourney Weaver ou Jean Reno. Jean Reno qui est justement en ce moment au téléphone avec Mathias. Expliquez-nous comment, arrivé à ce stade de la série, on écrit des scénarios pour ces acteurs et ces actrices-là, et que ça reste organiquement lié à l'évolution des histoires de la saison. Alors, ça se fait relativement naturellement, pour être honnête. Il y a une ADN de la série et des fondations de la série qui sont finalement... c'est une série de familles électives, d'environnement de travail, avec une agence, comme on peut le voir dans d'autres séries sur que ce soit le cabinet d'avocats de The Good Wife, que ce soit l'hôpital d'urgence, que ce soit d'autres séries de ce genre, qui fait que les constructions des personnages récurrents, la construction de l'arche de la famille qui les lie sont tellement intimement liées à l'activité et à l'activité, donc au travail d'agent, que dès qu'on va ramener une problématique qui sera une problématique de star que les agents devront lier, ça va quasiment automatiquement faire vibrer les personnages autour et l'agence. Ce qui est plus compliqué, honnêtement, c'est de trouver de nouvelles thématiques liées au cinéma, liées aux acteurs, qui permettent de réussir cette chimie assez sensible, même si elle ne le semble peut-être pas au premier abord, que constituent les intrigues guest de 10%. C'est-à-dire arriver à trouver une problématique qui va concerner une aussi grande star que Sigourney Weaver ou Sandrine Kiberlin ou Charlotte Gainsbourg, et qui pourtant va nous concerner, nous, à laquelle on va s'identifier, dans laquelle on va se reconnaître, qui aurait cette portée universelle et émotionnelle forte, qui est le tour de force en fait qu'ont réussi Dominique Besnéard et Fanny Herrero et ses auteurs dans les 3 premières saisons, arriver à poser ça. Et très honnêtement, contrairement aux autres séries procédurales, comme on a cité des séries d'avocats, des séries de médecins, je pense que ce réservoir-là, il n'est pas aussi infini. Et que c'est pas aussi simple, et que quand on arrive en 4e saison, je sais que déjà en 3e saison c'était pas simple, trouver ces thématiques-là qui vont permettre d'être à la fois drôle et à la fois profond et à la fois glamour. Genre des stars qui refusent les rôles parce que c'était pas ce à quoi elles avaient pensé, ou des stars qui sont un peu en bout de carrière et qui acceptent tout et n'importe quoi, ou des stars qui se remettent en question. C'est une fois qu'on l'a fait, on a fait un peu le tour, c'est vrai, quoi. Exactement, voilà, ça devient un peu compliqué. Il faut se creuser la tête d'autant plus. Ce qu'on a fait, c'est notre métier. Mais donc je pense que la difficulté se situe plus là. Une fois qu'on a trouvé cette thématique-là, qu'on a réussi à la dramatiser, parce que une thématique ou une anecdote, évidemment, ça fait pas une histoire. Après, mettre en musique les agents autour. Les personnages ont une telle profondeur, les acteurs sont tellement talentueux et en symbiose avec leurs personnages que tout ça se met en musique assez naturellement. Cette 4e saison, c'est la dernière. Il n'y a pas de possibilité de suite. Comme je le disais au début de ce podcast, il n'y a pas de situation extraordinaire, il n'y a pas de météorite qui vient annihiler tous les personnages, mais il y a bel et bien une fin de trajectoire pour chacun d'entre eux. Ça a été l'enjeu le plus important pour vous, mener à bien les personnages que l'on connaît depuis 4 saisons, faire une fin de trajectoire cohérente pour chacun d'entre eux ? Oui, bien sûr, absolument. Évidemment, à un niveau individuel et au niveau collectif, puisqu'ils se complètent les uns les autres. Ils sont vraiment interdépendants. D'ailleurs, dans la manière d'écrire, qui est une méthode que j'ai reprise de Fanny pour les arches narratives, elle les écrivait déjà par couple. Des couples d'ailleurs qui pouvaient bouger d'une saison à l'autre. Même si quand même la plupart sont couple, c'est pas forcément un couple amoureux d'ailleurs, c'est des trajectoires qui sont liées par deux, et avec la trajectoire d'ASK aussi, qui du coup relie de fait tout le monde. Donc au moment d'écrire la saison 4, on s'est évidemment, en sachant que c'était la dernière, c'était la commande, enfin c'était la mission, on s'est dit il faut être cohérent sur chacun, il faut être cohérent collectivement. Voilà.
Et chez chacun, ça voulait dire des choses différentes. Moi, j'ai vraiment un amour tout particulier pour les anciens assistants, par exemple, et je trouve que c'est une évolution au fil de la série qui est assez rare, en série qui est quelque chose d'assez magique qui se passe, où on sent que c'est des personnages qui sont écrits pour être très secondaires au début, et il y a quelque chose d'assez fabuleux à la fois dans cette écriture même secondaire, dans la rencontre avec des acteurs, et on sent l'envie qu'ont les auteurs de les développer de saison en saison, et voilà, en saison 4, par exemple, sur les personnages de Nicolas Maury, de Laure Calamy, de Fanny Sidney ou de Stéphie Silva, on avait envie d'achever cet envol, un peu pour tout le monde. Donc voilà, ça faisait partie de la mission de la fin, pour la fin. Évidemment, pour les agents historiques, il fallait aller au bout de leur trajectoire. Et pour l'agence, il fallait aussi trouver une fin cohérente, qui, sans en dire trop, devait relever. Moi, c'est quelque chose que je me suis dit assez vite en voyant en fin de saison 3 Mathias partir. D'une certaine manière, je me disais qu'il fallait trouver une manière de les réunir, voilà, qui serait surprenante et décalée. Ça, de toute façon, c'est obligatoire, et ça, c'est un tour de force. C'est que on rassure ceux qui n'ont pas encore vu la fin de la saison, ils sont tous ensemble. C'est ça. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et donc, il fallait gérer cet éparpillement et utiliser... qui était, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, à la fois un défi, mais aussi finalement une opportunité. Puisque la saison 3, c'était vraiment la saison des intrigues masquées, des coups en douce, des coups dans le dos, etc. Donc avec finalement l'amorce d'un rapport assez individualiste aux choses des membres de cette famille. Donc c'est un peu cette direction-là qu'on a décidé d'emprunter assez vite, c'est-à-dire continuer de les pousser dans cette direction-là jusqu'à un point limite, pour les pousser pour les forcer en fait à se remettre vraiment en question et à trouver des réponses à leur questionnement intime et profond. Voilà. Et la réponse se situant dans le collectif. Voilà. Évidemment, on ne va pas tout gâcher, mais la dernière réplique de la série est un énorme clin d'œil à toute cette histoire, à toute la série. Vous en avez parlé avec une personne de la production ? Non. Pour le coup, on n'avait rien prévu depuis le début et ce qui... Parce que c'est brillant. Soyons très clairs, mais j'étais quand même un peu stupéfait. Hein, bravo. À la fois sur les grandes lignes, sur les trajectoires globales, c'est quelque chose qu'on a pensé dès le jour 1 de l'écriture et qu'on a fait qu'affirmer, solidifier. Mais dans les détails, dans les composantes du dernier épisode, c'est quelque chose qui a été remis en question jusqu'à tard dans l'écriture, vraiment. Voilà. Donc tout ça n'est pas un grand calcul. Mais ce n'est pas une improvisation tout de même. C'est pas une improvisation, non. Bon, bravo, excellente saison, merci beaucoup Victor. Alors, il y a la seconde saison de votre série que vous avez créée, que vous avez co-créée, Stalk, qui est en cours de préparation, une série qui a été primée à La Rochelle et qui racontait pour France TV / l'histoire d'un jeune garçon qui se venge de ses copains en les stalkant. Donc une seconde saison est en cours, mais vous êtes déjà sur autre chose, sur un autre projet. Oui, alors donc en ce moment j'ai développé plusieurs projets en tant que créateur qui sont en développement. Notamment un projet, un drama historique, même préhistorique, qui se passe au néolithique, qui parle de l'apparition de l'agriculture sur les côtes françaises le long de la Méditerranée. Totalement inclassable. C'est c'est assez inclassable, assez lointain comme période, inexplorée du moins. Voilà, c'est ce donc qui est vous passez excitant. des agents artistiques aux hommes préhistoriques. Exactement, changement de genre radical. Et j'écris par ailleurs un projet là qui, pour le coup, qui est plus concret en développement, qui va entrer en tournage en début d'année prochaine. Donc je ne peux pas encore parler malheureusement pour une plateforme. Voilà. Cool. Formidable. Merci encore, bravo pour avoir terminé 10%, pour avoir mené à bien la vie de l'agence ASK. Merci à vous, c'était un plaisir d'en discuter, j'espère que la série va plaire. Alors
Alors Thibault, on l'a évoqué, 10% est maintenant adapté au Québec et s'est développé en Inde, en Chine, dans les pays anglo-saxons. Êtes-vous curieux, quelquefois, de connaître Kirak, l'agent principal de l'agence Ego Agents, à savoir c'est votre équivalent dans Mealjerim Ara, la version turque de la série? Ah là là, mais ça j'aimerais beaucoup voir ce que ça donne. En fait, j'ai rien vu. Si, j'ai vu la série canadienne. J'en ai vu un peu, bon, que j'ai trouvé, je dois le dire, malheureusement, moins bonne que la nôtre. Mais bon, ils avaient moins de temps, enfin bon, bref. Ce que j'ai pas vu les autres, mais je serais très curieux de voir et la turque et la chinoise aussi. Je me demande vraiment ce que ça va, parce que je sais qu'ils ont acheté les droits, ils veulent le refaire. Je suis assez curieux de voir ça, effectivement. Quel est votre sentiment face à quand vous voyez que votre personnage a été réinterprété par d'autres? Nebahat'in oynayacağını söyle. Ya yönetmen tamam rol senin demiş, sen hala neyin peşindesin? Ona sert, kaba davranamazsın. Diğer oyunculara da öyle. Ayrıca o benim kızım. Dans chaque pays, la façon dont les agents travaillent avec leurs talents, leurs comédiens, est très différente. Par exemple, un agent américain n'a pas grand-chose à voir avec un agent français. Donc, effectivement, la trame est la même, mais le résultat va être très, très, très différent. Ne serait-ce que, par exemple, en France, dans toute la série, on ne parle jamais d'argent. On ne parle jamais d'argent parce qu'on est en France et qu'on ne parle pas d'argent en France. Or, le travail de l'agent, c'est très bien vu, je ne l'avais pas remarqué. Mais oui, et le travail de l'agent, c'est quand même ça, c'est discuter le salaire du comédien avec le producteur. Ça, c'est quand même le centre du métier d'agent. Aux États-Unis, c'est évidemment pas du tout la même chose. Les États-Unis n'ont aucun problème à parler d'argent et de salaire de comédien. Bien au contraire, c'est une marque de puissance et de réussite. Absolument. Mais nous sommes d'origine et de culture chrétienne catholique, et eux sont de culture protestante, et le rapport à l'argent est très différent chez les uns et chez les autres. Mais voilà, déjà ça, c'est très intéressant, par exemple. Après, je sais que la série, donc, qui a été achetée par Netflix dès la première saison et qui a eu un succès mondial à cause de ça, et grâce à ça plutôt, les directeurs de casting, agents et réalisateurs d'Hollywood nous connaissent tous. Ce qui est quand même fou. C'est quand même fou. Assez dingue. Ouais, ouais. Et ils se retrouvent en vous. Pour vous, justement, pour Assad Bouad, pour Stéphie Selma, pour Nicolas Maury, pour Laure Calamy, pour Fanny Sidney, Liliane Rovère, Grégory Montel, Camille Cotin, qu'a été l'aventure 10%? Déjà, alors pour nous tous, peut-être un peu moins pour Camille Cotin, qui avait déjà une très grande reconnaissance par la connasse, ce qu'elle faisait à la télévision, et ensuite par le film aussi, qui avait eu un énorme succès, qui avait fait 2 millions de spectateurs. De nous tous, c'est elle qui était la plus connue du grand public, mais sinon, tous les autres, enfin nous tous, ça nous a fait passer à un autre endroit, disons, professionnellement. Parce que autrefois, disons que quand les gens me croisaient dans la rue, ils s'arrêtaient, ils se disaient « Mais qui est ce garçon? Est-ce que je l'ai vu à un dîner chez les Intel ?» ou voilà, ils savaient pas trop. Et maintenant, les gens savent. Maintenant, les gens savent qui je suis. Voilà, je fais partie du paysage. Et même professionnellement, ça a tout relancé. C'est-à-dire, ça a relancé, bien que je n'ai jamais arrêté de travailler, mais ça a relancé et le cinéma, et le théâtre, et la télévision. Enfin, tout est... Oui. Faire une série télé de ce calibre-là, ce n'est pas honteux. Ah mais pas du tout. Pas du tout. Non, on est vraiment on est sorti de ce paramètre-là maintenant. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens de cinéma qui passent à la série. Alors chez les Américains, on n'en parle même pas, mais chez nous, ça vient aussi de plus en plus. Donc non, non seulement c'est pas honteux, mais même si on a la chance de tomber sur une bonne série comme les 10%, c'est revendiqué. Oui, c'est revendiqué parce que c'est un espace de création et même de parole qu'on trouve pas aussi libéré quelquefois que dans certains films mainstream. Voilà.
Et c'est justement pour ça que non seulement on va vous retrouver dans Miss au cinéma, on en a parlé, mais aussi dans L'Absente, écrit par Delina Jacobs et mis en scène par Karim Ouared. Voilà. Vous êtes aux côtés de Clotilde Courreau, dans le rôle d'un homme qui voit réapparaître sa fille 9 années après sa disparition. 11 ans après sa disparition. Donc, c'est une petite fille qui a disparu entre chez elle et chez une amie, mais disparu. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Et une jeune femme réapparaît, amnésique, qui pourrait être elle. Donc tout ce que ça va remettre en cause et tout ce que ça remue, c'est très bien écrit, effectivement, c'est très bien écrit. Je suis bien entouré. Il y a Clotilde Courreau, Marie Denarnaud, Olivier Rabourdin, Pascal Renric. Enfin, il y a toute une pléthore d'acteurs formidables avec qui je suis ravi de travailler. On commence ça le 19 octobre, ça nous emmène jusqu'à la mi-mars et ça va être costaud, mais ça va être très bien. Encore une super série. Merci beaucoup Thibaut et bravo pour Mathias. Merci. Et bravo pour 10%. Merci beaucoup. On ne peut pas terminer et parler de 10% sans mentionner un personnage crucial, tant il symbolise parfaitement tout l'esprit de cette série, qui mélange l'attachement qu'ont ces soldats de l'ombre pour ces stars de la lumière, tout autant que la dépendance, presque l'infantilisation dont ils font preuve. Capricieux, changeant, irraisonné, à fleur de peau. Ce personnage, c'est Jean Gabin. Les 6 derniers épisodes de 10% sont diffusés dès ce mercredi 21 octobre sur France 2. 4 saisons, 24 épisodes en tout. Pas mal, hein, pour une idée saugrenue et un workplace drama. La semaine prochaine dans Previously, je vous emporterai à New York, au sein d'une autre agence, la Sterling Cooper, et à une autre époque, les années 60. Vous irez à la rencontre des Mad Men, Mad Women et de celui qui les a créés. Ce podcast est disponible en avant-première sur l'application Audio Now, puis sur les plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, Google Podcast, Castbox et Overcast.